Bonsoir Laurent. Bonsoir Xavier. Merci d'être avec nous sur France 3 Corse via Stella, c'est l'heure de Sport in Course. Des images, des infos, des débats autour de ces titres. Le gala du ring de Bastier fait le plein. Le GFSA rate la 4e place face à Paris. Petits et grands, quelle politique pour l'athlétisme, le point dans Sport in Corse. Et puis vous verrez également que le GFCA Handball croît de plus en plus fort en ses chances d'accession en National 1. Mais d'abord Laurent, une bonne nouvelle, elle nous vient de Toulouse. Exactement, nous sommes dans la discipline squash, figurez-vous, Cantonin Romieux est de nouveau champion de France, cette fois dans la catégorie U13, soit les 13 ans et moins. Antonin qui avait glané, je vous rappelle, les deux derniers titres en U11. Il était première année de la catégorie, il avait un tableau très très relevé du côté de Toulouse. Eh bien, il est sacré champion de France. C'est une première dans les sports de raquettes. Déjà, le premier titre d'Antonin, c'était une première. Alors, imaginez-vous, 3 de suite. C'est énorme et on les retrouve, les Romieux, parce que le papa est CTS, un conseiller technique sportif de la Ligue Corse de Squash, tout à l'heure en fin d'émission par téléphone. Avec le plus grand plaisir. Mais d'abord la boxe. Oui. Laurent, vous y étiez samedi avec le Ring Bastier qui organisait son gala annuel. 8 combats, dont celui professionnel de Joseph-Antoine Legato, le sociétaire du club organisateur. Une soirée de qualité qui s'est déroulée devant plus de 600 personnes. Vous étiez alors en compagnie de Christian Julian. À 2 heures de son 3e combat professionnel devant son public, Joseph-Antoine Legato parfait ses gammes pour lentement s'échauffer, mais surtout pour évacuer la pression. Dans la salle, devant plus de 600 personnes, les matchs ont débuté. Le cadet Carlo Maria Croce, casque bleu, lance les hostilités. Avec son adversaire du Boxing Club de Montpellier, il propose une belle boxe et son enchaînement favori direct suivi de la droite. En dépit de coups plus efficaces, Carlo Maria est crédité du nul dans un combat très physique pour la catégorie cadet. Le junior Pedro Ager du ring ajaxien casque bleu est lui aussi opposé à un Montpelliérain. Hereda Tebaï n'est pas venu pour figurer mais pour gagner. Ager est d'abord en difficulté. Écoute-moi, quand tu es à côté, comme ça, à côté, enchaîne des deux mains. Ne te stringe pas pour rien. Allez. Ager fait bientôt montre d'un physique éprouvé. Il avance, refait patiemment son retard, bouche ouverte. Tebaï cherche son souffle et il utilise un vieil artifice de la boxe, faire tomber son protège-dents. La ruse n'abuse pas les juges. Ager l'emporte au point. Une victoire qu'il dédie à son compère d'entraînement, Pierre-Louis Giorgi, l'un des pompiers blessés dans le feu de Bastier, les gars. Voici venir à présent Guy Enzo du ring Bastier, toujours casque bleu, junior lui aussi, catégorie de moins de 57 kilos. Face à lui, Mohamed Mayaoui, plus expérimenté, plus relâché, plus en ligne. Enzo va tout donner, sans trouver la solution, en dépit de son envie, il est défait. Le Bastier Anthony Marchini part lui très très fort. Il impose d'emblée sa puissance et intelligemment travaille en haut et en bas. À l'intérieur, travaille en uppercut, reste ses bras, plus groupés. Marchini, moins de 68 kilos, poursuit son travail de sape et va glaner une large victoire au point. Florian Gaffori du Boxing Club ajaxien séduit. Lui aussi, il n'a qu'une seule chose en tête, avancer. Et son adversaire à la boxe pourtant complète subit, Gaffori l'emporte logiquement. Et l'intensité de montée d'un cran dans ce match Corse-Montpellier. Nathan Bertino, revenu récemment en Corse dans les rangs du ring Bastier, fort de 27 combats chez les amateurs, fait valoir son coup d'œil. Moque et cueilli. Courageux, Moque repart au combat, mais Bertino est trop supérieur. L'arbitre prononce l'arrêt de la rencontre. Catégorie de moins de 81 kilos. Gourrier du BCA en noir et sur le ring. Plus petit, il n'a d'autre ressource que de casser la distance. Mais un peu plus de puissance sur des uppercuts. Et travaille pas lourd. Vitesse et après tu finis fort. Gourrier arrache la victoire au point. Une belle sortie pour lui qui rêve de passer professionnel. C'est l'heure du combat phare, le seul dans les rangs des professionnels. Legato face au Polonais Przewiezlik.
Legato veut marquer les esprits, contenter son public. Ici, son uppercut passe. Seulement voilà, le Polonais n'a qu'un seul but, tenir les 4 rounds. Il fuit le combat. Legato a beau tenter de construire, de cadrer son adversaire. En sport, il faut être 2 pour produire du spectacle. Malgré tout, Legato enregistre là une 3e victoire chez les pros. Frustrant, mais important. Une carrière passe aussi par ce genre de confrontation. Ouais, vous l'avez dit, Laurent, vraiment frustrant pour Legato qui voulait vraiment bien faire au cours de cette soirée. Oui, mais son adversaire, vous l'avez souligné en off, là, durant le sujet, Xavier, ne lui a pas permis de faire mieux. Mais Legato, son coach, Jean-Mathieu Albertini, son club, le Ring Bastiais, construisent chez les pros. Il ne faut pas être pressé, notamment en boxe. Le métier ne vient pas en un jour. Et la boxe est un sport dangereux. Patiemment, Legato apprend. Et avec lui, le Ring Bastiais. Au-delà de Legato, cette soirée a vraiment été remarquable chez les amateurs avec uniquement des combats disputés et un public véritablement conquis. Et Xavier, ce geste que vous avez remarqué également, ce crochet gauche, regardez, bim, de Bertino, crochet court. Le garçon a 22 ans, il avait vécu en Corse, était reparti sur le continent avec ses parents. Il est revenu et désormais sociétaire du Ring Bastiais. Il doit parfaire son physique, Bertino, mais il a de vraies qualités, un coup d'œil, du relâchement, la science du ring. Parce que faire croire à son adversaire qu'il a l'avantage pour mieux le contrer, c'est une véritable science. Et oui, la boxe, c'est aussi la tête, ça se joue dans la tête, ça se joue sur l'intelligence. C'est une belle trouvaille que ce Bertino, véritablement. C'est le geste de cette soirée. Et puis, Xavier, si vous le permettez, un mot de Pierre-Louis Giorgi, Pilou, qui devait combattre ce week-end en demi-finale du championnat de Provence. Comme on le disait dans le sujet, il est l'un des pompiers qui ont failli perdre leur vie dans l'incident de Bastille. Pilou a été durement touché. Il est toujours hospitalisé. Et je peux vous dire que son club, le Ring Ajaxien, son président Thomas Brunelli en tête, et tout le monde de la boxe est derrière lui. Qu'il se remette tranquillement, Pilou, sa santé bien évidemment le plus important, mais égoïstement, nous on aimerait le revoir sur un ring dans un futur proche parce qu'il a de vraies qualités, un esprit et un sourire. Un sourire, c'est assez rare dans la boxe et vraiment, on a hâte qu'il remonte sur un ring. Mais on le reverra, c'est certain. Allez, on Laurent. espère ça, oui. Après, au plus vite, en tout cas. Après le noblard, le football, encore un sport qui vous passionne. Oui, le national, le CAB en lutte pour le maintien, vous le savez, recevait le leader Quevilly. C'était vendredi soir à Herbajol, où une différence au classement qui ne s'est pas vue sur le terrain. La rencontre s'est soldée par un match nul, un but partout. Pascal Pommier, Laura Lorgali. Sans complexe, les cabistes, ils sont entrés pied au plancher dans cette rencontre. 1 minute de jeu et ils titillent déjà le leader. Face au culot des Bastiais, les Normands opposent leur maîtrise technique, mais ça ne suffit pas pour faire la différence. L'escadron noir, lui, s'illustre dans les duels. Ici, c'est Camara qui s'échappe, comme l'ouverture de Lemaire 2 minutes plus tard. Ça ne donne rien, assez toutefois pour faire douter leurs adversaires et les pousser à la faute, à l'image du gardien qui percute Camara. Le pénalty est indiscutable, mais Mendes rate l'occasion de donner l'avantage aux siens. Les Normands vont rapidement digérer cette alerte. Sur ce coup franc, c'est le poteau qui les prive de l'ouverture du score. Jusqu'à la pause, Balthus doit multiplier les parades. Les supporters bastiais sentent toutefois qu'il y a un coup à jouer. Les cabistes aussi. Diong, entré à la reprise, va conclure cette action. Le temps fort Bastiais vient de débuter. Il se matérialise par plusieurs occasions franches, mais les cabistes n'en profitent pas. Ça, c'est le lot des équipes qui sont en difficulté. Il n'y a pas ce brin de réussite qui peut nous faire basculer, je dirais, dans l'euphorie d'une victoire. Parce que ce soir, j'estime que mes joueurs ont été vraiment à la hauteur, ont travaillé, ont respecté le premier plan de jeu en première mi-temps. Après, on a réajusté en deuxième mi-temps. L'égalisation normande laissera des regrets. Le CAB ne prend en effet qu'un point en ayant rendu une belle copie. Ouais, un point, c'est vraiment pas cher payé pour le CAB, quand on revoit les images. Au classement, le CAB gagne malgré tout un petit peu de terrain sur la zone rouge. Vous le savez, en national, la zone rouge, c'est 4 clubs. Il y a 4 clubs qui descendent. Le Pau de Julien Romain, vous voyez, est à présent à 2 points. Quand on voit la qualité affichée de ces cabistes face au leader Quevilly-Rouen,
on ne voit pas comment il pourrait être relégué, mais en foot, hein, vous savez. Mais quand même, Laurent, cette équipe du CAB qui pendant quelques journées, durant quelques journées, elle était dans le sillage des leaders, elle pouvait jouer la montée. Et du coup, elle se retrouve. Voilà, ça c'est la Coupe de France. C'est la Coupe de France. Oui, on l'avait dit. Voilà, on peut pas avoir. C'est un petit club amateur, le CAB. Ouais, c'est ça. Mais malgré tout, ils font une très 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 belle saison. S'il y a un maintien au bout, ce sera vraiment une belle saison. La Coupe de France, elle a son charme, mais quand elle commence à piquer, on en paye les conséquences. Oui, c'est clair. Voilà. Maintenant, il faut lutter pour le maintien. Mais bon, allez, c'est comme ça. C'est le foot, et du foot, il en a été également question ce week-end en CFA2, dans la poule F, avec la 20e journée, la performance de Borgo qui est allé s'imposer sur le terrain de Bourgoin-Jallieu, le second du championnat, sur le score de 3-2. Ça, c'est une belle performance. La réserve du Sporting a renoué avec la victoire contre Limonest sur le score de 2-1, et la défaite de l'Île-Rousse à Louan-Cuiseaux, 2-0. Le classement, regardez, c'est intéressant. Le Sporting et Borgo reprennent un petit peu de hauteur. Ils occupent respectivement la 7e et 10e place. L'Île-Rousse ne décolle plus de la dernière place. Prochaine journée, elle aura lieu le 9 avril précisément. En poule G, Fouriani s'est défait de l'ACA 1-0. Fouriani-ACA, ce sera d'ailleurs le remake, se jouera dès dimanche en demi-finale de Coupe de Corse. Ce sera à 15h au Bastio à Fouriani. Au classement du championnat de CFA2 dans cette poule G, Fouriani est 3e. L'ACA 7e, à 6 journées de la fin. On peut dire que l'ACA a d'ores et déjà acquis son maintien, sauf cataclysme. Mais Fouriani est à un point du Canet-Rocheville, quand on sait que les meilleurs seconds montent. Pourquoi pas pour Fouriani Aliani, ça peut se jouer. L'autre demi de Coupe de Corse, puisqu'on a évoqué la première, ce sera Boccognano-Borgo ce mercredi sur l'annexe de François Côte à 20h. Je vous fais une petite passe en profondeur pour la DH. D'accord. J'ai de l'espace sur le côté droit. Je file à toute vitesse pour évoquer la 16e journée de division d'honneur. Et la lourde défaite du leader, Laurent. Sud FC sur le terrain de Bastelegaccio. Mais regardez ce qui est incroyable. Il y a la défaite, bien sûr, mais le score 4-1. C'est étonnant. Ouais, c'est étonnant. Dans le même temps, l'Étoile en a profité pour s'imposer sur le terrain du Nebbio 2-1. Le carton du jour est l'apanage du Gallia Luciane. 6-2 contre Propriane. Et puis la défaite de Ghisonacci à domicile face à l'AS Casing sur le score de 2-1. Alors, le classement dans cette affaire est toujours ce jeu des chaises musicales qui cette fois profite à l'Étoile. Désormais, les Bastiais possèdent 2 points d'avance sur Sud FC. Gallia Luciane complète le podium avec 47 points. Corté est 4e avec 46 points dans le bas du classement. Propriano ferme la marche. Ghisonacci est 11e et avant-dernier avec 26 points. Prochaine journée, elle aura lieu le dimanche 9 avril. Et je crois que dans 2-3 journées, il y aura cette rencontre entre l'Étoile et le Sud. C'est l'Étoile qui reçoit. Je crois. Ouais. Ça promet. Ça promet, on suivra tout ça avec le plus grand intérêt, bien entendu. Et autre intérêt. Le volley. Notre feuilleton. La Liga, le dernier match de la phase régulière se disputait au Paladine, où c'était vendredi soir. On croyait bien le GFCA sortir vainqueur face à Paris et ainsi s'octroyer la 4e place, qui était très importante dans la perspective des playoffs, parce que on le sait, en quart de finale, quand on finit 4e, on joue contre le 5e et on reçoit pour le premier match et l'éventuel match d'appui. En fait, le GFCA menait 2-7-0, puis tout s'est inversé dans la 3e manche. Jean-Pierre Lec et Stéphane Lapera nous racontent cette folle soirée. C'est un match au scénario invraisemblable auquel on a assisté ce vendredi soir au Palatino. La donne est simple, en cas de victoire, sans passer par un 5e set, le GFCA terminerait devant Paris au classement. Un vrai avantage dans l'optique des playoffs. Dans une rencontre très serrée, les deux équipes ne vont pas se lâcher au cours du premier set. Finalement, le GFCA l'emporte 26-24 après un vrai combat de tous les instants et sur chaque point. La suite de la partie va être du même acabit. Paris ne lâche rien et le GFCA veut en finir au plus vite. Les gaziers vont encore une fois sortir vainqueurs, non sans avoir lutté. 30-28 et 2-7-1 en faveur des Rouges et Bleus. On rencontre quand même le champion de France en titre, donc c'est pas une équipe facile à manœuvrer. Maintenant, nous, on a vraiment envie de faire les playoffs à domicile et recevoir pour le match d'appui s'il y a un match d'appui. Donc ce soir, on va essayer de tout donner encore pour pouvoir essayer de gagner à 3 points. Alors que l'on pense la faire plier pour les Ajaxiens qui mènent 16-11 dans le 3e set, le match va complètement basculer. Paris remonte la pente et s'adjuge la manche 25-23. Touché, le collectif gazier va céder également le 4e set sur le même score. Dès lors, la manche décisive disputée pour l'honneur ne va pas sourire au GFCA qui s'incline 3-7-2. Au 3e set, on doit conclure et
On se fait rattraper et après le match n'est plus le même. Physiquement on a un peu lâché, bon, c'est comme ça, mais bon, on n'a rien à regretter, on a rencontré une belle équipe de Paris. 5e au classement, le Gazélec se déplacera face à cette même équipe de Paris le 8 avril prochain pour le quart de finale aller des playoffs. Oui, et en dépit de cette défaite un petit peu inattendue, il faut bien le dire, il faut souligner la grosse saison du GFCA qui a déjà gagné la Supercoupe en préambule, qui a déjà gagné la Coupe de France. Ça fait 2 titres et qui se qualifie quand même pour les playoffs en qualité de 5e accessite. C'est quand même pas mal du tout. Et un quart de finale de Coupe d'Europe quand même. Oui, tout à fait. J'avais oublié. Excusez-moi. Donc on va voir le classement. Hein. Bon. On vous a presque tout dit. Hein. Ajaccio est bien 5e et bien qualifié. Les 8 qualifiés. Pour les playoffs. Et jouera donc Paris, Jean-Pierre Leca vous l'a dit, contre qui tout peut survenir. Allez à Paris le samedi 8 avril, retour à Ajaccio le mercredi suivant. On vous le répète parce qu'il va falloir être nombreux au Paladino. Absolument. Il faudra qu'il soit plein comme un œuf le Paladino pour pousser cette équipe vers la victoire, car elle le mérite très très bien, tout au moins pour terminer cette saison en beauté. Allez, le handball maintenant. Avec le GFCA, les Ajacciens 3e étaient opposés à Nîmes, 2e c'était le choc de cette 16e journée. Dans l'obligation de gagner pour continuer de croire à la montée, les Gaziers ont livré un très bon match pour s'imposer au final 25-23, le tout dans une ambiance incandescente, comme nous l'expliquent Jean-Pierre Lec et Jennifer Capaille. Nous sommes dans les dernières secondes de la rencontre. À Kodja, le gardien ajaccien réalise un énième arrêt et le GFCA l'emporte face à Nîmes, un concurrent direct pour l'accession. Une vraie explosion de joie pour tout le groupe. 1h30 plus tôt, dans un gymnase Pascal Rossini bondé, les joueurs du Gaz n'ont qu'une seule idée en tête, enchaîner un 5e succès consécutif et devancer leur adversaire du jour au classement. Rapidement, le GFCA en bleu va prendre l'avantage contre une juvénile formation nîmoise. Mais l'écart tarde à grandir et les Gardois en vert restent proches des Gaziers grâce notamment à leur vitesse de jeu. Impérial dans sa cage, Marc-Antoine Kodja fait le spectacle et le Gaz mène 14-12 à la pause. De toute façon, on savait que ça allait être un match qui allait durer 60 minutes, surtout avec des équipes contre des centres de formation. Ça va être très dur, 30 minutes encore à fond. 2 points d'avance, c'est rien en handball. Un tir raté, une contre-attaque de l'autre côté, ils reviennent à un but, égalité. Donc il ne faut pas lâcher, il faut surtout être très très concentré et attaquer la deuxième mi-temps comme on l'a commencé la première. Un avantage de courte durée car derrière Nîmes, bien en place défensivement, va refaire son retard. Grâce à leur gardien auteur de 10 arrêts en début de seconde période, les visiteurs mènent de 4 buts et croient filer vers la victoire. C'est sans compter sur un collectif gazier déchaîné. L'espoir renaît petit à petit avec Brunetti et Mazzoni. Kodja, en état de grâce, préserve sa cage inviolée et le GFCA l'emporte 25-23. On revient de loin, c'est important d'inverser la balance, de revenir dans le match. On a su le faire, donc c'est bien. Ce soir, on a vu que vous avez aussi gagné grâce à eux derrière. Ah, c'est énorme. Un public pareil, quand on est poussé comme ça derrière, on se doit d'aller jusqu'au bout, de tout laisser sur le terrain. C'est ce qui s'est passé. Je pense que sans un public comme ça, on n'a peut-être pas la force d'aller chercher Nîmes comme on est allé les chercher. Prochain rendez-vous en championnat pour le Gazélec dès samedi face à Antibes pour continuer à arriver à la montée en National 1. Là aussi. Quel public. C'est chaud. Hein. Quel public. Ouais. Ça, c'est la grande forme du GFCA là, la grande force, plutôt. Le classement, le GFCA pointe en seconde position, à 2 points du leader, l'Accro. Les positions se resserrent. Voilà qui promet un final en apothéose. Prochaine journée, samedi, avec un déplacement à Antibes. Une formation, attention, ça va pas être simple, qui lutte pour le maintien. Donc un match pas simple à négocier. Mais quand on sait de quoi est capable cette équipe, maintenant, plus rien ne nous surprend. En National 3, Corté, lui, en revanche, a été défait chez lui par le SMUC, équipe bien connue de Marseille. Au classement, les Cortenais sont désormais en 9e position après un bon passage, mais en dépit de cette défaite là, à domicile. Mais les 4 derniers descendent a priori, donc à 6 journées de la fin, Corté doit encore s'accrocher. En National 3, mais chez les filles, on disputait la 14e journée. Le HAC n'a pas profité de son déplacement chez la Lanterne Rouge. Défaite sur le parquet de Marseille-Nord, 25-28. Marseille qui n'avait pas plus gagné le moindre match depuis le mois de septembre dernier. En fait, cette équipe ne comptait qu'une seule victoire à son palmarès cette saison. Et malheureusement, les Ajacciennes se sont inclinées. Du coup, au classement, regardez, elles pointent en 10e position, donc en position de relégable. Néanmoins, avec 23 points, elles conservent toutes leurs chances de maintien, et cela à 8 journées de la fin. Prochaine journée, elle aura lieu dimanche avec un déplacement hier
concurrent direct pour le maintien. Et là aussi, ça ne va pas être simple, il va falloir cravacher. Allez, un bol d'air à présent. Oui, volontiers. Avec du nautisme, regardez ces images qui concernent le kitesurf. S'initie au premier rudiment de la glisse. C'était ce dimanche sur la plage du Ricanto à Ajaccio. L'association Corsikite et l'école de kite Éole de Figari ont mis sur pied cette journée pratique afin de permettre au plus grand nombre de se familiariser avec le pilotage aile de kite. Comprenez ces petites planches tractées par un cerf-volant. Dans le même style et le même genre, les organisateurs ont également proposé une découverte du paddle foil, le dernier né de la tendance foil. La journée a drainé en tout une 50aine de personnes. Pour le coup, le plan d'eau du golfe d'Ajaccio s'est transformé en un espace de liberté où la subtilité consistait à maîtriser les folles arabesques du kite. Un exercice ultra physique, vous le voyez, pour des figures délirantes, plus belles les unes que les autres. Un rendez-vous du même type est programmé dans la baie de Figari au mois de juin prochain. C'est beau, hein? Très, très beau. Un avant-goût de l'été. Ouais. Athlétisme à présent. Pourquoi l'athlétisme? Parce que nous avons la chance, la joie et le privilège d'accueillir ce soir sur le plateau de Sport in Course le nouveau président de la Ligue Corse d'athlétisme. Il s'agit de Félix Antonietti, plus de 40 ans au service de cette discipline. Il est le président de la SPTT Ajaccio. Il a été, ou il est toujours, non, il n'est plus président du comité corse, du comité départemental du Sud, et il a été à présent. Il est encore. Et il a encore. Mais ils vont disparaître, ces comités. Décidément, président. Non, il est encore parce que. Bonsoir d'abord. C'est la passion. Hein. C'est la passion, 40 ans, comme j'ai dit tout à l'heure. En tant qu'athlète, après, on a franchi le pas, dirigeant. Je suis toujours président de la SPTT, président du comité 2A pour une année simplement, parce que les comités vont être appelés à disparaître. Bien sûr, avec la collectivité unique. Donc on m'a demandé de prolonger pendant un an, ce que j'ai bien voulu faire. Voilà. Donc, et président de la Ligue Corse d'athlétisme depuis le 4 décembre. C'est un bien ou c'est un mal que les comités disparaissent? Je pense qu'il va falloir rester quand même des antennes. Je ne sais pas si c'est un bien ou un mal. Je pense qu'il va quand même rester des antennes, mais pour l'homogénéité, de l'athlétisme national. La cohérence de la politique aussi. Je pense la cohérence de la politique, je pense que la collectivité... C'est bien d'avoir une seule ligue. Oui, je pense que la Ligue Corse d'athlétisme va grandir et gagner. Et grandir vite et bien, selon vous, franchir un grand pas, ça va. Ce que j'essaie de mettre en place avec la liste que nous avons mise, qui a été élue le 4 décembre, on a beaucoup de travail à faire. Ouais. Certes, mes prédécesseurs ont fait travail. Ça a été mûrement réfléchi, Félix Antonietti? C'était mûrement réfléchi, mais certes, mes prédécesseurs ont fait travail, mais encore beaucoup de travail à faire. Ouais. Alors, nous allons rentrer dans le détail, bien sûr. Hein. Vous êtes là pour ça. Nous allons consulter ensemble cette fiche technique qui vous intéresse. Regardez, Félix. Donc, la Ligue a été créée en 1975. Le siège était à Ajaccio. 28 clubs, 1738 licenciés au 3108. 8 écoles d'athlétisme. Donc, je disais 1738 licenciés au 3108. Nous sommes... croissance par rapport à l'année précédente de 3,5%. Soit 52% d'hommes et 48% de femmes. C'est un équilibre assez... Oui. C'est bien respecté. Comme on demande la parité maintenant même au sein des élections, donc je pense que... C'est un équilibre qui existe au niveau national, ça quasiment 50-50 C'est un équilibre qui existe au niveau national, parce que dernièrement, le vendredi dernier, c'est pas si vieux, j'étais à la Fédération Française de l'Athlétisme, mais c'est un équilibre au niveau national. Et en parlant d'équilibre, 14 clubs en Corse du Sud, 14 clubs en Haute-Corse. 14 clubs dans les deux départements. Par contre, au niveau de la répartition de licenciés, la Corse du Sud... Un peu plus dans le Sud. Voilà, il y a 969 licenciés en Corse du Sud, au 31 août, et 769 en Haute-Corse. Et oui, ça arrive que la Corse du Sud gagne contre la Haute-Corse. De temps en temps. Au niveau des licences. Ça arrive. Pas toujours, mais ça arrive. On va le voir un petit peu plus tard dans un sujet de Jean-Pierre Lec, mais vous parliez d'une croissance de 3,5% sur la dernière année, mais il y a une croissance sur les 8 dernières années. C'est ça. L'athlétisme, pourquoi il grandit comme ça? C'est dû aux multiples pistes qui ont fleuri C'est dû aux multiples pistes et c'est dû aussi à un phénomène qui est important, qu'il ne faut pas négliger quand même, c'est les trails. L'apport des trails, c'est énorme. D'accord. Donc si on passe à côté de ça, la Fédération française l'a très bien compris et je pense que la Ligue Corse le comprend aussi. Justement, il y a combien de pistes? Donc, il y en a une à Bastia, il y en a une à Vignette, il y en a une à Porto Vecchio, il y en a une à Popriano, il y en a une à Luciane. Il y en a 6. Il y en a une au sud aussi, autour de. Et du côté de Ghisonacci, il y a une piste en cendré, c'est ça? Il y a 6 pistes à la Ligue Corse d'athlétisme, 4 qui ont
le label, entre guillemets, et 2 qui sont en réflexion un petit peu. Porto Vecchio actuellement des problèmes, vous savez très bien. Ouais. Donc il y a 6 pistes d'athlétisme dans la Ligue de course. Très vieux club Porto Vecchio, et effectivement, il faudrait refaire la piste. Voilà, qui subit parce qu'ils ont un paquet de jeunes, un certain nombre de jeunes, et là, il y a un petit problème quand même. Ouais. Est-ce qu'on peut parler de qualité en termes d'infrastructure aujourd'hui, Félix Antonietti? Si. Où il y a beaucoup à faire? Au niveau des pistes proprement dit, je vais en parler. Il y en a qui sont bien. La piste d'Ajaccio a été refaite en 2007 pour les Jeux des Îles. Donc la piste d'Arinée, là, peut-être est à refaire aussi. Celle de Luciane est très très bien. Parce que le piste, du coup, Porto Vecchio aussi. Mais Porto Vecchio est en réflexion. Vous savez très bien que Porto Vecchio, pour l'instant, on ne peut pas l'utiliser. Donc il y a de quoi faire. En athlétisme, comme dans les autres disciplines, on le voit, il suffit pas de construire, de réhabiliter les pistes. Il y a aussi l'entretien et l'utilisation. Souvent, vos pistes, elles sont ouvertes aux 80. C'est bien que le grand public puisse aller comme ça courir, mais il faut que les clubs aussi aient leur créneau, leur couloir. Est-ce que c'est toujours un combat? C'est le combat que l'on met. Les créneaux, par exemple, je parle surtout de vignettes, parce que je suis plus sur la région ajaxienne. Mais c'est pareil à Bastia. Et je pense que c'est pareil à Bastia. Et dans la journée, c'est les scolaires. Et nous, les clubs, nous avons la piste qu'à partir de 17h30 le soir. Donc, c'est une répartition à faire. Apparemment, ça se passerait bien. L'athlétisme en Corse, ses activités, son développement, son bilan, Jean-Pierre Lec nous dresse l'état des lieux. Regardez. À 18 ans seulement, Emma Schuller est l'une des athlètes les plus performantes en Corse. Son sport de prédilection, l'athlétisme. Un sport en bonne santé en atteste la hausse continue du nombre de licenciés sur l'île depuis plusieurs années. En effet, ils étaient 1205 en 2008 et on compte en 2016 1738 adhérents à la Ligue Corse. Michel Huertas, ancien président de la LCA et aujourd'hui membre de la Fédération française d'athlétisme, se réjouit de ces chiffres. Et je pense qu'à l'image des résultats que nous obtenons aux différents championnats de France, que ce soit route, piste, l'athlétisme insulaire se porte très bien et nous sommes dans une continuité au point de vue, qualitatif. Quantitatif, on a peut-être un peu moins d'athlètes, mais ça fluctue chaque année en fonction des catégories. Point négatif, en revanche, le pôle espoir et le centre régional d'entraînement n'ont pas réussi à perdurer dans le temps, ne faisant qu'un bref passage au milieu des années 2000. Malgré la disparition de ces 2 outils, les jeunes comptent aujourd'hui pour beaucoup dans l'essor de la discipline. Ils représentent plus de 50% des licenciés à travers les 28 clubs que compte la Corse. Côté structure, l'AJ Bastia reste à ce jour l'entité qui domine. Chaque saison, ils sont ainsi plusieurs sportifs à s'illustrer sur les championnats nationaux et internationaux. Échéance importante, les Jeux des îles prévus au mois de mai en Martinique, cette année encore. Les minimes et cadets insulaires de l'athlétisme seront particulièrement scrutés lors de cet événement annuel majeur. Le but des Jeux des îles, c'est le leitmotiv de nos athlètes. Nos athlètes commencent la saison pensant aux Jeux des îles. Je ne dirais pas qu'ils dorment aux Jeux des îles et qu'ils mangent aux Jeux des îles, mais disons que c'est leur leitmotiv pour pouvoir s'entraîner. Déjà, on a un pressenti de savoir qui va y aller et c'est vraiment la grande bataille entre eux pour être sélectionnés. Enfin, autre signe que l'athlétisme a su se diversifier dans le temps, on compte aujourd'hui près d'une centaine de courses hors stade disputées un peu partout en Corse, avec une présence tous les ans un peu plus importante de jeunes venant découvrir cette partie des courses à pied. Félix Antonietti, on vient de l'entendre dans ce reportage, le pôle espoir. Le Ligue Corse était doté d'un pôle espoir. C'était entre 2003 et 2007. Il n'existe plus. Aujourd'hui, vous pouvez nous faire un bref rappel. C'était un pôle espoir. C'était un centre d'entraînement régional. C'était pas tout à fait un pôle. Nous avons toujours entendu parler de pôle espoir. Oui, mais on a parlé de pôle espoir. Mais il n'avait pas le label. Voilà, il n'avait pas le label. Si vous permettez, il était en cours d'obtention. Voilà, c'est ça. Donc, qui a duré entre 2003 et 2007. Et par la suite, on a entendu parler de Crège, effectivement, du centre régional. Le Crège est venu après. Donc, quoi qu'il en soit, c'était un outil important pour le développement. C'était un outil important, mais pour le faire fonctionner pour l'espoir, vous savez très bien qu'il nous faut de l'argent dans un premier temps, et puis il faut de l'encadrement. Je pense qu'à un moment donné, nous n'avions pas l'encadrement nécessaire pour faire fonctionner un pôle espoir. Donc maintenant, à nous de s'y atteler. Est-ce qu'il y en aura encore un pôle espoir? Je ne sais pas. À nous de s'y atteler, parce qu'une petite parenthèse, la Ligue Corse d'athlétisme, depuis 1 an et demi, n'a plus de cadre technique. Notre cas technique est en langue maladie, ça nous pose un problème. Donc depuis 1 an et demi, nous fonctionnons avec la bonne volonté de tout le monde. Donc c'est un problème pour nous quand même. Et qu'est-ce que vous allez faire pour remédier à ça? On a remédié à ça dans le premier temps parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'étais à la Fédération française de l'athlétisme ce week-end. Donc avec le président André Géraud, nouvellement élu aussi. Il va
On va pallier en nous mettant à disposition un cadre technique national qui va venir ponctuellement en Corse pour nous aider et pour les formations et mettre en place tout ça. Et mettre en place aussi notre équipe technique. Et je précise, parce que c'était un des objectifs premiers, c'est que ces déplacements pris en charge par la Fédération française d'athlétisme et non par la Ligue Corse. Crimo Elmadjouti, qui était le conseiller technique sportif en longue maladie, il ne reviendra pas à son poste? Je ne sais pas, je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas me prononcer, mais pour l'instant actuel, il est en longue maladie, donc on ne peut pas dire. Donc vous voulez régler ce problème au plus vite? Voilà, on veut régler. Alors, donc pour l'instant, on a pallié par ça que la Fédération... Et vous pensez qu'en ce moment, ça va nous permettre... Ça inhibe un petit peu le... Ça va nous permettre un peu d'avancer, parce que là, plus, depuis 1 an et demi, c'est le bénévolat de chacun qui participe au fonctionnement. Les clubs à leur propre fonctionnement, et nous, on a perdu. Donc il faudrait que va nous mettre en place, c'était notre politique de formation et en même temps aussi notre équipe technique régionale avec les 4 des clubs que nous avons en ce moment. Pour aller chercher le haut niveau, Félix. Pour aller chercher le haut ou pour monter. Travailler qualitativement, Michel Huertas disait, vous avez perdu en qualité. Nous avons perdu en qualité, c'est exact. Vous avez quelques exemples avec Emma Schuller et tout ça. On va voir quelques images d'elle tout à l'heure. Vous avez à un moment donné l'arbre qui a caché la forêt, qui était Mourad Amdouni, que vous avez toutes les performances qu'a fait Mourad Amdouni, championne de France. Il y a eu Elisa Girard-Mondologne. Voilà, Elisa Girard-Mondologne, mais actuellement, en qualité, nous avons perdu. Au niveau budgétaire, votre ligue, c'est quoi son budget? 190 000 €. D'accord. Et les budgets des comités, ça va abonder? Logiquement, d'après ce que je sais, les budgets des comités vont être englobés dans la Ligue. Avec un plus. D'accord. Les contacts donc vous allez monter vos... Logiquement, nous allons augmenter en budget parce que c'est que les discussions que j'ai eues avec le représentant du président de la CTC, ça va être injecté avec, au lieu de faire Ligue plus comité, ça fait 3, on va faire plus 3,5. D'accord. Ce qu'on vous a dit. Et donc ça veut dire que vous allez peut-être pouvoir initier une autre politique avec plus de dimensions. Quelles sont vos idées? C'est ce que j'ai l'intention de faire après la nouvelle équipe, c'est de créer déjà en Corse, parce que jusqu'à présent, la Ligue Corse Athlétique, on parlait vraiment que d'athlètes proprement dit. L'athlète, c'est la piste. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas que la piste. Ouais. Il y a un développement, il y a les courses en salle qui ont pris une ampleur importante. Nous allons en parler, oui, voilà, effectivement. donc, avec de ça, on a l'intention, plus de la formation, de créer un championnat régional de course en stade qui va se faire pour cette année et peut-être un challenge, on va en parler tout à l'heure, en travaillant, parce qu'on est en train de travailler avec l'association L'Altestrade, qui est important, pour essayer de faire un regroupement entre les deux. D'accord. On va voir quelques images d'Emma Schuller. On évoquait le haut niveau, vous avez parlé de Mourad Amdouni, Emma Schuller, Elisa Girard-Mondologne. Le travail dans tous ces athlètes, ils sont venus comment à l'athlétisme? Par les écoles? Quand on revient il y a 30 ans, ou il y a 20 ans, ou il y a encore peut-être 15 ans à l'école, l'athlétisme c'était le sport roi. C'était le sport pivot. On commençait par là. Aujourd'hui, c'est moins vrai. L'exemple flagrant, c'était le Sia Propriano, avec Étienne Chaise. Exactement. Il était passionné d'athlétisme, donc comme il les avait à l'école, il les avait sur le terrain. Il était prof d'éducation physique. Maintenant, l'éducation nationale, c'est pas exactement cela. Les profs de gym ne s'investissent plus, à ma connaissance, il n'y a pas, à part Boslich, Martine, Seolech, autrement je ne connais pas beaucoup de profs de gym qui sont investis. Donc, et l'athlétisme a moins droit de cité à l'école aussi. Mais c'est ça, moins droit de cité. Mais moins du loisir, on peut dire c'est du loisir, c'est plus pas comme avant. Il fallait être des passionnés comme Étienne Chaise, qui a fait énormément pour Sia Propriano, parce qu'ils avaient à l'école, après ils prenaient. Comme je vais faire une petite aparté, comme moi je faisais du hand, mon prof de gym, il y a des trucs, qui s'occupait du GFC handball, il m'a mené au handball. D'accord. Donc le milieu scolaire à l'époque était votre allié, il ne l'est plus aujourd'hui. Mais il est moins notre allié. Il est moins, je constate qu'il est moins notre allié, les profs de gym s'intéressent moins. Il y a d'autres espoirs, Président, parce qu'on vient de voir Elisa Girard-Mondologne, Emma Schuller, Mourad Amdouni. Est-ce qu'il y a des espoirs pour le futur de l'athlétisme corse? Il y a le junior de la Gibassia qui a fait finaliste sur 800 mètres, Smiley. Mostafa Smiley. La JB produit toujours des athlètes de très haut niveau. Produit toujours des athlètes à ce niveau-là. D'accord. Il faut attendre vraiment encore une contribution de la JB. Je ne sais pas s'il faut attendre. J'espère qu'il n'y aura pas que la JB. Il y aura les autres clubs. C'est à Propriano. Il y a d'autres clubs. Pierre Bartoli, effectivement, il trouve toujours des... souhaiter qu'il y ait d'autres clubs qui relèvent l'athlétisme insulaire. Ouais, mais c'est un travail de fond à faire. C'est pour ça que je vous dis, on va s'atteler avec la nouvelle équipe à faire ça. Pour cela, je vous dis, la Fédé, vu le manque, nous met à disposition un cadre technique national pour essayer de progresser. Ouais, et malgré tout, vos jeunes se débrouillent pas trop mal sur la scène internationale. On a pu le voir lors des Jeux des îles. On a participé aux 2 dernières éditions. On a vu que vos jeunes ont remporté pas mal de médailles. Donc c'est encourageant. Hein. C'est le mérite des travails des clubs, c'est le mérite qui revient tout au club, parce que c'est le travail des clubs. Là. Ouais. Voilà, c'est les clubs qui travaillent énormément pour amener nos jeunes, comme a dit Michel Huertas. C'est vrai.
Ils rêvent des Jeux des îles, c'est un rêve. Peut-être les Jeux des îles en tant que tels ont perdu une influence, ils ne sont plus autant qu'avant, mais je pense que c'est un problème économique. Oui, tout à fait. Mais les jeunes en rêvent toujours. Ça repart. Oui, ça repart, mais c'est un problème. Mais les jeunes en rêvent. En plus de ça, cette année, ils ont raison. En plus, cette année, c'est Martinique, alors il faut bien les comprendre. Ils ont raison, parce que là, on parle de l'aspect international et avec tout ce que cela comporte. Président, vous avez évoqué les courses hors stade, les sports nature, le trail. Tout d'abord, l'actualité. Regardez, hein, les passionnés du trail avaient rendez-vous ce week-end à Pietrozile, sur la rive sud du golfe d'Ajaccio, pour disputer le deuxième trail de Kotsanic. Près de 250 coureurs venus de toute l'île ont pris part à la compétition, qui comportait 3 épreuves, 13, 21 et 38 km, 3 profils de course élaborés entre la proximité de la plage du Rupion et les anciens sentiers de transhumance situés dans la zone de Bisinau et Pietruzede. Sur le plan sportif, la bataille a fait rage à tous les étages. Les athlètes ont profité, mais largement alors, de leur forme du moment pour postuler sur une marche du podium de leur catégorie respective. L'épreuve reine du jour, vous allez le voir, disputée sur 38 km, n'a pas échappé au grandissime favori. Vous allez le voir, il est là, Lambert Santilli. Le coureur balanais a bouclé le parcours en 3h14. Deuxième place pour Thomas Angel et la troisième pour Jean-Paul Baptiste. Le classement féminin, pas de surprise, la Bastiaise Emmanuelle Morakine a survolé les débats en 4h05. On écoute la satisfaction du vainqueur, Lambert Santilli. J'ai fait une course au Mont Ventoux, une course de 45 km, donc juste une semaine après, c'est bien, j'ai bien récupéré, pas trop de fatigue, voilà, donc c'était une belle épreuve pour refaire un peu de rythme, voilà, de bon augure pour la suite. Dans le même temps, le Bastien Anthony Kuilic s'est adjugé la 3e édition de la course des vins, c'était à Patrimoine. Enfin, pour être complet, un rendez-vous important dimanche prochain à Cardes, qui accueille la 11e édition du Trail d'Anywhere. L'épreuve, vous le savez, est organisée par l'association sportive Vilanche. Une épreuve qui marque l'ouverture du challenge Altestrade au programme 21 et 10 km, départ prévu à 8h30. Président, on parle de l'Altestrade et vous en avez parlé tout à l'heure. Est-ce qu'on va vers une rencontre de vos... Il y a la FFME, il y a la Fédération Française d'Athlétisme, une rencontre entre vous, une harmonisation du calendrier, je ne sais pas, un rapprochement? Il y a un rapprochement, il y a une discussion qui se fait entre le président régional des courses au sac, M. Laurent Pantalach, et M. Philippe Ouchiat, le président de l'Altestrade. Il y a des rapprochements qui se font. Comme je dis tout le temps, moi, à ma maison, je commençais par les fondations et non par le toit. Donc là, on y va tout doucement et on y va. Et un rapprochement, ça va être un challenge qui sera créé entre les deux associations. Ce serait bien. Ça serait un bien. Et l'Altestrade gardera aussi sa spécificité, parce qu'il n'y a pas tout. Dans l'Altestrade, il n'y a que des clubs qui ne figurent pas à Ligue, qui ne sont pas affiliés, à Ligue Course d'athlétisme, donc il gardera aussi sa spécificité. Mais je pense qu'on peut faire quelque chose en commun. L'athlétisme assuraire, sous toutes ses formes, va y grandir. Ouais, et ça ferait un vrai champion de Corse de montagne. C'est ça, ouais. Pour faire des sélections, pour partir sur le continent par la suite. Tout à fait. C'est l'objectif. Pourquoi pas une sélection régionale? Mais c'est ça. C'est le but. C'est le but. Donc ces discussions sont bien engagées, on l'a bien compris. Ces discussions sont bien engagées. Ça, c'est une info. Et c'est une vraie info. Il faudra peut-être faire venir Laurent Pantalach et Philippe Ouchiat d'ailleurs pour en discuter sur ce même plateau. On a discuté lors de notre comité directeur du 18 mars. On les invite, tenez, allez, on les invite. Hein. Xavier, on les invite d'ici la fin de saison. Et l'harmonisation des calendriers, Président. Ça, c'est important. 60 épreuves inscrites, hein, c'est ça? C'est ce qu'on essaie de faire, mais vous savez, il y en a 58 courses inscrites au calendrier de la Ligue Course. Un casse-tête. C'est un casse-tête. Et la plus vieille, chacun veut faire la sienne, mais après... Vous la connaissez, la plus vieille course de... Ma mémoire est bonne, c'est pas Vitsan. Exact. Bravo, vous voyez, grande bonne mémoire. Vous avez une bonne culture. C'est important de retenir Vitsan. C'est le premier dimanche d'août, hein, je le dis. On l'a démontré dans nos débats, l'engouement pour la course à pied, on vient de le dire, surtout les trails ne faiblit pas. Beaucoup d'adeptes choisissent de se licencier dans un club pour mieux préparer ces événements. On s'intéresse au Running Club de Fouriagne. Pascal Pommier, Laura Lorgali l'ont visité. Tout d'abord, juste un petit mot sur la course de samedi soir. Donc, je voulais féliciter ceux qui ont couru, ceux qui ont fait des podiums. Enfin, on voulait féliciter avec Gérard. Bravo. C'est un peu comme une grande famille qui se réjouit de la réussite de certains de ses membres. Une grande famille unie pour préparer l'avenir. Donc, on va attaquer un nouveau cycle à partir de maintenant. D'accord ? Donc Gérard va vous briefer un petit peu sur comment ça va se passer sur le déroulement. On va s'échauffer comme on fait d'habitude pendant 20 à 25 minutes, puis arriver sur le site, je vous dirai ce qu'il y a à faire. La course à pied a beau être un sport individuel, à l'orée de chaque saison, le Running Club de Fouriagne définit aussi des objectifs communs. Cette année, il y en a 4. Le prochain, c'est la course des Niuères. Le 2 avril, a priori, la plupart des 60 licenciés de ce club s'alignera. Il est bien loin le temps, il y a 10 ans, des premiers pas d'une bande de copains.
Nous étions une bande d'amis qui courons dans un autre club voisin. Et puis, bon, ça nous faisait trop loin pour aller s'entraîner et tout. Puis on s'est dit, pourquoi pas créer notre propre club. Et au début, on ne savait pas où on allait. On avait peur de prendre trop de monde. Et puis, de fil en aiguille, on a vu qu'on était capable. Et voilà, aujourd'hui, on était 10. Aujourd'hui, on est plus de 60. On essaie de garder le club à taille humaine. On est une soixantaine, donc on essaie de ne pas dépasser. On est sollicité, on pourrait être beaucoup plus, mais justement pour des raisons de logistique, vous avez vu pour les entraînements, après ça fait beaucoup trop de monde. Donc on se cantonne à rester 60 personnes, et c'est très bien, ça se passe très bien comme ça, ouais. On monte par le Saint-Pierre et on file. Allez. C'est parti pour une préparation échelonnée sur 7 semaines. Le programme a été établi ainsi. 2 entraînements hebdomadaires plus un cours de renforcement musculaire. Ce soir-là, place à une séance de fractionnés. La consigne, c'est monter à fond, donner tout pendant 150 mètres, donc tout ce qu'ils ont. L'objectif de cette séance, c'est de faire habituer le cœur à monter dans des fréquences hautes, sur des courtes durées. À force, ils connaissent leur niveau, leur capacité. Donc, en fonction de ça, ils se sont créés naturellement, en fait. Ces groupes se sont créés naturellement au fil des entraînements. J'ai commencé à courir seul et j'avais besoin de retrouver un esprit d'équipe et de cohésion avec un groupe. Ça permet de se surpasser d'avoir des objectifs personnels et de les atteindre, surtout. Le groupe vraiment motive. Quand on a une petite baisse de forme, de motivation, il y a toujours le groupe qui est là et on se donne à fond. Et le fait vraiment d'être ensemble, c'est ce qui aide à franchir le pas de s'inscrire dans un club de running. 10 ans donc que l'aventure a commencé. Le club devenu Perrin a imaginé aussi son événement, le Trail de Fauriagne. Cette année verra la 8e édition de la manifestation. Et notez, Xavier, que le Trail de Fauriagne organisé par ce club, du Running Club de Fauriagne, ce sera le 21 mai prochain. Un mot sur, on reste dans le course au stade, Président, le marathon. Le marathon d'Ajaccio aura lieu le week-end prochain. Marathon, semi-marathon et 10 km. Il avait été question de l'organisation d'un marathon comptant pour le championnat de France. Est-ce toujours d'actualité? Ça avait failli se faire et puis ça avait été annulé pour des raisons de sécurité, paraît-il. Ça fait partie de vos priorités, ça Président? Ça a failli se faire en 2002. Ouais. Pour raison de sécurité, comme vous l'avez dit, ça a échoué. Donc... Je vais quand même remercier la SPTT Ajaccio Athlétisme qui fait quand même un tour de force pour organiser les 3 manifestations en une. Et en plus de ça, en tant que président de la Ligue, je me réjouis aussi parce que c'est en même temps, ça sert de support au championnat de Corse des 3 disciplines. Ce marathon, ces 3 épreuves sont qualificatives aussi pour les championnats de France. Et permettront aux athlètes assileurs d'aller aussi au championnat de France l'année prochaine. Donc il est question encore de faire un championnat de France. 2018, c'est pas possible. 2019, c'est pas possible. Ça sera dans l'année 2020. Si vous voulez, on en mais peut-être pas sur ce même parcours. Vous savez pourquoi, les raisons pour lesquelles, si on ne ferme pas la route, la Fédération française de l'athlétisme ne le donnera jamais. Donc, on ne va pas revenir quand en 2002 échoué. Donc, en discutant avec les pouvoirs politiques, et je pense qu'on peut arriver. La Corse mérite un championnat de France. Dernière question en 10 secondes. Michel Huertas, l'ancien président de la Ligue, figure au conseil d'administration de la Fédération française. Concrètement, est-ce que ça sert vos intérêts, Président? Bien sûr. Ou ça peut servir vos intérêts? Ça peut servir les intérêts, ça peut servir surtout les intérêts de l'athlétisme insulaire. Voilà. Je pense que Michel a fait ses preuves au niveau de la Ligue Corse et au niveau de la Fédération, et ça peut servir. Merci, Président. Merci à vous. Merci à vous. Voilà. Merci. On a eu beaucoup d'informations et on espère que tout va fonctionner. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Président. À bientôt. Merci à vous. Au revoir. Des nouvelles à présent de l'un de nos jeunes champions VTT Enduro, Nathan Segonde. Il termine 6e de la première manche de l'EWS, l'Enduro World Series, qui se disputait en Nouvelle-Zélande à Rotorua en catégorie Espoir U21. Les 21 ans et moins, parce qu'il a nettement moins, Nathan. Une belle performance parce qu'il était le seul espoir français à être inscrit sur cette manche. Il termine à 1 minute du podium après une grosse chute dans la deuxième spéciale. Prochain rendez-vous pour Nathan, on l'avait dit il y a quelques semaines, les 8
8 et 9 avril en Australie, du côté de la Tasmanie. C'est pas mal, c'est pas mal. On reste, je crois, Xavier, dans la catégorie jeune champion. Ah ben oui, nous l'avons évoqué au début de cette émission. Laurent Antonin Romieux, licencié de l'Île-Rousse Squash Club, qui a remporté ce week-end les championnats de France de squash en catégorie U13. Ça a été à Toulouse, 3 mois après son titre de champion de France des moins de 11 ans. Donc il a créé la surprise ce week-end, avec compromis. Nous l'avons au téléphone. Antonin, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Antonin, merci d'être avec nous. Alors, ce nouveau titre de champion de France, est-ce une surprise, Antonin ? C'est pas une surprise, mais tout le monde avait la place de gagner sur ce tournoi. C'était très disputé. Puis j'ai réussi à m'imposer en partant en 8e, en quart, en demi et en finale. C'était tous des grands matchs. Et puis j'ai réussi à franchir ces étapes et puis à l'emporter. Et Antonin, on se connaît bien, hein, on te suit déjà depuis plusieurs saisons. Tu n'as que 11 ans, tu étais face à des squatchers, à des joueurs de squash de près de 13 ans. Donc tu avais quasiment 2 ans de moins qu'eux. En squash, c'est énorme physiquement. Par exemple, en finale, tu étais contre Romeo Billy, donc tu gagnes les 2 premiers sets, je crois. Mais les échanges sont longs, durs. Comment tu as pu gagner, franchement ? C'est au mental ? Comment tu qualifierais ta victoire ? Oui, j'ai gagné au mental. J'ai gagné, peut-être pas physiquement, mais tactiquement, j'ai peut-être bien joué. Et mentalement, j'ai tenu et puis j'ai cru en moi et puis c'est passé. Ouais, on va voir quelques images d'ailleurs de ton podium, qui sont passés sur le réseau social Facebook via ton club, ton président Jean-Louis Guidogne, ton papa qui est avec toi, le conseiller technique sportif, qui t'entraîne du côté d'Île-Rousse. D'ailleurs, on voit des images là, depuis des années et des années. Antonin, on dit souvent qu'en Corse, il n'y a pas assez d'adversité, qu'on ne peut pas réussir. Ce que tu fais, c'est une première en Corse, être champion de France comme ça, des années durant en sport de raquette. On peut bien se préparer en Corse ? Oui, maintenant, je joue plus trop avec les jeunes. C'est pas là où je vais avoir plus de concurrence en Corse. Du coup, je rentre sur le circuit adulte. Et bon, après, les adultes, ils ont plus de physique, pas forcément plus de technique. Et c'est ça qui va m'apporter, qui va me monter loin. Oui, parce qu'il faut le dire aux gens qui nous regardent, Antonin, le squash, c'est un jeu d'échecs. Donc les adversaires différents, comme ça te fait t'adapter. Et c'est essentiel pour ton avenir, parce que tu as un vrai avenir dans la discipline. Oui, par exemple, quelqu'un qui va frapper plus fort, il va falloir plus peut-être frapper moins fort, poser la balle. Puis après, tactiquement, le squash, c'est très, très tactique et aussi très physique. Tu veux aller jusqu'où, Antonin ? Nous, on avait été visiter Antoine Camille au Pôle France d'Aix. Franchement, si tu continues, tu y vas tout droit. C'est un premier objectif pour toi ? Oui, après, là, dans une semaine, même pas, je suis en équipe de France. Oui. Et donc, l'équipe de France, c'est un bonus. Ouais. Je pensais pas l'atteindre. Je pensais pas atteindre à ce niveau. Maintenant, il reste à s'entraîner, à jouer et puis voir ce qu'on fait plus tard. Ouais. Et il y a l'école aussi, Antonin, parce que tu es rentré ce matin, je crois, de Toulouse. Là, tu as été à l'école aujourd'hui. Ça se passe bien l'école ? Tu es en quelle classe ? Tu as quelle note ? Dis-nous ça aussi. Je suis en 6e et j'ai sauté une classe, j'ai sauté la moyenne section. Donc je devrais être en CM2. Oui, après faut rattraper et faut s'aider avec les copains et bien s'entendre avec les profs. Tu nous passes un petit peu ton papa, Antonin ? Oui. Allez, passe-le nous. Xavier, je vous laisse Xavier. Ah, bien sûr, entre Xavier, on va se comprendre. Xavier Romieux, bonsoir. Vous êtes, au-delà du CTS, vous êtes un papa fier ce soir, Xavier Romieux. Oui, bien sûr. C'était un championnat qu'on avait calé au calendrier depuis en fait sa victoire à Chartres en décembre. Et on s'était dit qu'il y avait les moyens de faire quelque chose tous les deux.
Antonin s'est très bien entraîné, très bien préparé. On avait planifié tout ça depuis plusieurs mois. Puis la récompense est au bout. Xavier, ça fait 3 titres pour Toto, parce que c'est comme ça qu'on le surnomme, Antonin, sur les cours de squash. Il y en a un autre, Toto, c'est Skilac. Il devrait rejouer avec Bastia prochainement. On l'espère en tout cas. Il part donc jeudi, je crois, à Cardiff, c'est ça, Antonin, en équipe de France, pour le tournoi des 5 nations. C'est la même formule que le rugby sans l'Italie, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Disons que c'est la première sélection internationale pour les enfants squasheurs, donc c'est la sélection des moins de 13 ans. Il a été appelé cette année logiquement, au vu de ses résultats. Donc il sera le leader de cette équipe de France. Et puis il va affronter des Anglais, des Gallois, des Irlandais, des Écossais. Donc ça va être tout nouveau pour lui, avec sur une étiquette de leader. Donc ça aussi c'est un petit peu particulier et c'est magnifique. Eh bien, écoutez, Xavier, on vous souhaite le meilleur, à vous et à Antonin, parce que vous le méritez. Vous êtes un vrai duo, parce que la réussite d'Antonin, elle passe aussi par vous. Il faut le souligner, par le club d'Île-Rousse, par Jean-Louis Guidogne, par une discipline qui grandit, 600 licenciés. Et puis, les autres membres du club d'Île-Rousse ont aussi glané de vrais bons résultats. Merci beaucoup, nos deux Romieux. Et puis, à très bientôt. À bientôt, au revoir. Allez, les courses hippiques pour terminer cette émission, pour vous dire que le coup d'envoi de la saison a été donné dimanche sur le gazon de l'hippodrome de Vignette, Ajaccio. 55 chevaux, trotteurs et galopeurs confondus, on prépare au programme du jour. Un programme préparé par les responsables techniques de la Société des courses d'Ajaccio. Le prix de la Chambre de commerce pour galopeurs et le prix du Mont d'Or pour trotteurs constituaient le point d'orgue de la journée. 2 épreuves remportées par Enjeu et Argignaud des Godins. Prochain rendez-vous, il aura lieu dimanche à Bigouille sur l'hippodrome de Casator. Voilà, tout a été dit, mon cher Laurent. Presque, parce que on les a éconduits un petit peu vite, nos deux Romieux, mais c'est une vraie grosse performance qu'a réalisée là Antonin Romieux. Je peux vous le dire, en squash, c'est énorme. Tout à fait. Je pense que ce n'est pas fini. Non, je ne crois pas. Une grosse marge de progression. Et puis vous avez vu, il était très intelligent. Prochain rendez-vous avec le sport, jeudi foot et basse, alors. Oui. On se revoit à 20h35. Exactement. Et en direct sur Facebook aux alentours de 18h15. Merci de nous avoir suivis. Bonne semaine, bonne soirée. Faites du sport, vous le savez. Je vous ai à l'œil. Bonsoir.